Bienvenue dans Tête, Cœur, Corps, les voix de l'énéagramme, le podcast dans lequel on parle donc énéagramme, notre ressource privilégiée pour soutenir les individus et les organisations qui souhaitent cultiver des relations saines et fécondes. Nous sommes Anne-Claire Lesbridge et Louis Paulet, coach, formateur et spécialiste de l'énéagramme. Alors ce podcast, on le fait aussi pour être en lien avec vous. Alors si vous avez des questions, des réactions ou un besoin d'accompagnement, on serait ravis d'échanger avec vous. Vous trouverez nos coordonnées dans le descriptif et on a hâte de vous lire. Et avec ça, on vous laisse découvrir l'épisode du jour. Bonne écoute! Bonjour à toutes et tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour ce nouvel épisode consacré au profil 5. Un grand merci à nos 5 panélistes que je vais laisser se présenter. Est-ce que vous pouvez nous donner, s'il vous plaît, votre prénom, votre âge, votre lieu de vie et votre activité principale? Je m'appelle Dom, j'ai 46 ans, j'habite en région parisienne, je suis ingénieur du son. Je m'appelle Fanny, j'ai 45 ans, j'habite près de Nantes et je suis commissaire aux comptes expert comptable. Je m'appelle Brigitte, j'ai 53 ans, je suis en région parisienne et je suis chef d'établissement. Je m'appelle Antoine, j'ai 40 ans, je vis dans le Gard et je suis informaticien. Je m'appelle Jérémy, j'ai 38 ans, j'habite à Besançon et je fais de l'accompagnement individuel et collectif, notamment avec l'énéagramme. Eh bien, merci à toutes et tous. Bienvenue, ravi de vous avoir avec nous aujourd'hui. Pour nos auditeurs, nos auditrices, comme d'habitude, on va faire une rapide présentation du type 5 que nous abordons aujourd'hui avant de donner la parole à nos panélistes. Alors, une des notions centrales du modèle de l'énéagramme, c'est cette idée que on dispose tous et toutes de 3 centres d'intelligence, la tête, le cœur et le corps, qu'on appellera couramment centre mental, centre cœur et centre trip ou centre instinctif. Ces 3 centres sont vivants chez tout le monde, mais chez chacune des 9 bases, des 9 types, un de ces 3 centres mène la danse et va avoir tendance à influencer notre façon de percevoir le monde et puis aussi nos comportements et notre communication avec autrui. Pendant cette première saison, ces 3 centres, c'est notre fil rouge qui va nous permettre de relier les 9 bases que nous sommes en train de découvrir et on commence aujourd'hui notre exploration du centre mental avec le type 5. Ce centre mental ou centre tête, comme on l'a dit, c'est celui de la compréhension et de l'anticipation, qui nous permettent d'assurer le besoin de sécurité face à un monde qu'on peut percevoir comme incertain, même peut-être potentiellement menaçant. Les personnes du centre mental ont en commun une relation particulière à la peur et à l'incertitude. Donc le premier réflexe, souvent inconscient, c'est de chercher à comprendre, à anticiper ou à maîtriser ce qui pourrait arriver. C'est leur manière de s'équiper, de se préparer pour se sentir en sécurité. Et c'est aussi leur manière privilégiée d'entrer en relation, en comprenant les choses, ce qui est une façon d'entrer intimement en contact avec elles. Alors ce centre mental, il gouverne aussi notre monde des idées, il nous donne la capacité de conceptualiser, d'imaginer, d'innover, d'élaborer des systèmes cohérents. Quand il est équilibré, il génère de la clarté, du discernement, il laisse émerger une puissante compréhension intuitive. Et quand il est plutôt en déséquilibre, ce centre mental engendre de la confusion, de l'anxiété, de l'hypercontrôle, de la fuite. Alors, chez chacun des 3 centres, on a une émotion centrale à gérer. On a parlé de colère en centre instinctif ou centre trip, de honte, de tristesse en centre cœur ou émotionnel. Pour le centre mental, l'émotion dominante à gérer, c'est la peur, souvent ressentie comme une forme d'incertitude ou d'anxiété. Donc, la question centrale qui est vivante en centre mental, on pourrait la formuler en disant « Comment est-ce que je peux me sentir en sécurité dans un monde incertain ?» Et face à cette question commune, chacun des 3 types du centre mental, donc les types 5, 6 et 7, va développer une stratégie de recul, voire de fuite. Les 5 ont plutôt tendance à tenir le monde à distance en se repliant dans leur espace intérieur, qu'ils vont nourrir de ressources intellectuelles, analytiques. Les 6 sont plus ambivalents, ils alternent repli intérieur face à un environnement inquiétant, et puis projection dans l'avenir, par le biais de l'anticipation et de l'action préventive pour endiguer la peur. Et puis les 7, enfin, fuient plutôt vers l'extérieur en multipliant les projets, les expériences, les idées agréables qui vont leur permettre de se distraire et de garder un échappatoire à tout moment. Alors pour approfondir ce qui se passe en 5, la motivation fondamentale, ce serait d'avoir suffisamment de ressources et de préserver son autonomie pour éviter la dépendance et la sensation d'être envahi. Différentes stratégies pour remplir cette motivation. Tout d'abord, les 5 ont tendance à ériger une frontière entre leur monde intérieur et l'extérieur. Ils ont besoin de garder de la distance
pour préserver leur énergie, pour ne pas être submergés par les émotions ou les demandes du monde extérieur. Par ailleurs, ils observent avant d'agir. Ils pensent le monde et l'analysent pour le comprendre avant de s'y engager. Ils cherchent aussi la compétence et la clarté en accumulant des connaissances. Ce faisant, leur monde intérieur devient un lieu sûr, une forteresse mentale où tout peut être pensé, plutôt que de risquer les aléas du direct. Alors pour protéger cette forteresse, les 5 privilégient le mode qu'on pourrait appeler économie d'énergie. Ils préservent leur temps, leur espace, leurs ressources matérielles et sont vigilants vis-à-vis des interactions qui consommeraient trop de bande passante émotionnelle. Quand ils se sentent en confiance et en sécurité, les 5 vont chercher à se rendre utiles en partageant les richesses qu'ils ont accumulées et en rendant les processus aussi efficaces et intelligents que possible. Leur défi, c'est de ne pas se couper des autres à force de s'en protéger. Et quand ils apprennent à descendre de la tête vers l'expérience, ils découvrent que le contact ne les vide pas et qu'au contraire, il les relie et il les nourrit. Donc après cette courte introduction sur la base 5, on va bien sûr laisser la parole à nos panélistes qui vont savoir bien mieux que qui que ce soit vous en parler. On va commencer avec une première question désormais classique pour chaque épisode. Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes retrouvés dans cette base et est-ce qu'il y a eu des hésitations pour vous ? J'ai vite connecté au côté observateur parce que c'est vrai que je suis très observateur et notamment la première chose que je vais faire quand je vais arriver dans un endroit que je ne connais pas ou avec des gens que je ne connais pas, c'est que je vais regarder avant d'interagir. Ça, c'est systématique. L'autre chose aussi à laquelle j'ai beaucoup connecté, c'est la connaissance. Le besoin de comprendre, de connaître, de m'informer sur un sujet qui soit va me passionner, soit dont je vais avoir besoin de connaître pour pouvoir l'utiliser ou en discuter. Moi, je me suis pas reconnue tout de suite en profil 5. J'ai beaucoup hésité avec le profil 4. Mais profil 5, c'est dans l'observation aussi. Il y avait eu un exemple qui était donné dans le stage de présentation que j'avais eu. Et c'était quand vous rentrez dans une pièce, qu'est-ce que vous faites ? Et clairement, moi je suis en retrait, j'observe tout, je regarde le moindre détail et voilà beaucoup de choses en fait qui se passent dans l'espace, que ce soit les personnes ou même les détails des environnements. Je me suis beaucoup retrouvée là-dedans. Un peu moins dans le savoir, dans l'apprentissage, mais maintenant que j'ai conscience de mon profil, je me rends compte à quel point je suis très curieuse de plein de domaines différents et que j'ai vraiment... Mon premier réflexe quand j'ai un sujet nouveau, c'est d'aller creuser dans un bouquin ou sur un site internet ou auprès de personnes que je considère comme étant suffisamment qualifiées pour me transmettre une information correcte. Moi, ça va être pareil, l'observation, je pense. Mais d'abord, je me suis vue en 8. Je pense que ça a été le 8. Et alors, ce qui, je me rappelle, a été vraiment le déclencheur, c'est le fait d'avoir vu une petite vidéo et la personne en 5 disait qu'elle avait besoin d'aller aux toilettes souvent. Et moi, ça a été radical. C'était le fait de m'enlever du groupe pour aller respirer. C'est vrai que ça avait été très drôle. Et puis la connaissance, oui, je vais lire énormément. J'ai passé mon enfance à la bibliothèque. Et un mot qui a été, je crois, le plus fort, c'est intrusion. Ah, mais je pense que ça a révélé, ça a été, c'est ça. Moi, en fait, j'ai pas vraiment hésité, justement pour ce besoin de s'isoler et pour le confort que je trouve dans la solitude. C'est vrai que je me suis rendu compte que je pouvais facilement passer une semaine sans que ça me pèse de ne pas parler à quelqu'un, en fait. Je me suis rendu compte donc que cette solitude, en fait, c'était plutôt libérateur ou confortable. Donc c'est ce qui a été pour moi un premier indicateur où je me suis reconnu dans la base 5. Donc c'est ce plaisir de prendre du temps pour moi avec moi-même. Et ensuite, comme les autres témoignages, le côté observateur, pour moi, ça a été clair et net. Quand je reviens au naturel, en fait, ma posture, c'est vraiment d'être plus en arrière-plan, d'observer ce qui se passe. Je me rends compte que peut-être je vais me raconter des histoires dans la tête et en fait avoir toute une vie en parallèle de la vie concrète qui va se dérouler un peu dans ma tête avec moi-même, sans que je m'en aperçoive plus que ça, en fait. Et par contre, vu de l'extérieur, du coup, ça peut, je peux paraître peut-être quelqu'un de retiré un peu de la situation physiquement et émotionnellement. Et après, il y a eu tout plein de mots-clés pour moi qui ont résonné.
le côté économie d'énergie, optimisation des ressources et du temps, la collecte de grandes quantités d'informations, pour constituer des registres ou des systèmes complexes et ensuite me faire moi-même dépasser par mes propres informations collectées. Voilà. Merci pour vos retours là-dessus, hyper complets. On avait envie de balayer une première thématique avec vous qui serait autour de la dualité entre analyse d'un côté et sensibilité de l'autre, qui a une vraie articulation dans le profil 5. Alors, j'avais une première question autour du besoin d'observer, d'accumuler des connaissances, de comprendre avant d'agir. J'ai même pas envie de vous demander si vous vous y retrouvez, parce que là, c'était quand même crystal clear, vos réponses. C'était une évidence que vous vous retrouvez là-dedans. C'est même peut-être que vous vous perdez complètement d'ailleurs si vous n'êtes pas là-dedans. Mais alors du coup, qu'est-ce qui se passe si vous devez improviser sans avoir eu le temps d'analyser ni de comprendre? Il y a bien des situations. Alors là, vous ne voyez pas nos panélistes, mais moi, j'ai leur visage. Et là, oups, gloops. Il y a bien des situations où ça arrive, je suppose, de devoir improviser. J'ai pas eu le temps de tout analyser. J'ai pas fait le scanner de tout mon environnement et j'ai pas forcément tout compris. Qu'est-ce qui se passe pour vous à ce moment-là? Il y a des situations où, pour moi, ça va être le challenge d'une vie, en fait. Enfin, improviser, c'est... Enfin, typiquement, hier, j'ai ma compagne qui m'a demandé de venir à un rendez-vous avec elle sans que je m'y attendais, en me balançant rapidement un peu le pourquoi du comment. Je me suis tout de suite mis en mode défensif. J'avais pas le temps de réfléchir, de comprendre les enjeux, quelle serait ma place. Et j'ai été plutôt agressif dans ma réponse. Alors que je sais très bien que si elle avait tourné les choses différemment et qu'elle m'avait juste proposé de répondre plus tard, j'aurais dit oui. Et donc pour moi, c'est super dur. Il y a des moments donnés où je vais pouvoir assez rapidement connecter à quelque chose et dire oui, non, parce que je me dis c'est pas important. Mais s'il y a vraiment un enjeu pour moi ou quelque chose qui est important, je pourrais pas répondre tout de suite en fait, parce que j'ai besoin de prendre du recul en fait et je me sens acculé si on me demande tout de suite une réponse. Donc moi je sais quoi, le gros travail que j'ai à faire, c'est de dire laisse-moi le temps d'y réfléchir calmement et je te répondrai dans 1 heure ou demain ou quelque chose comme ça quoi. Ça serait quoi le risque que je prends de me lancer dans l'action quand j'ai pas tout analysé et pas tout compris? Là, je sais pas, ton rendez-vous de demain, par exemple, tu joues quoi? C'est pas que je joue quelque chose, c'est que instinctivement, je vais être bloqué en fait. C'est vraiment un mécanisme intérieur qui fait que je suis bloqué parce que je sens que j'ai besoin de comprendre avant de pouvoir prendre une décision. Pour moi, en fait, si je te répondais à ta question sans y réfléchir, je serais malhonnête envers toi et envers moi. Et j'ai vraiment besoin de ce temps de recul. J'entends une histoire de valeur derrière. Ouais. Je pense qu'avoir un enfant, moi, ça a été une révélation parce que pour moi, j'avais tout lu. Je devais faire ça à tel mois, ça à tel mois, ça à tel mois, et elle m'a bousillé tous mes trucs. Bah, bien sûr. Et je crois que j'ai pris conscience que non, ma vie serait pleine de surprises et que je pourrais pas. Et avec elle, j'ai découvert ce que c'était. Tout ce qui a été dit, ça me parle. Hein. Moi, je le vis vraiment, c'est une réponse somatique qui est un peu incontrôlable, hein, dans le sens où, je le résumerai, c'est un petit peu la peur de passer pour une bille. Donc, peur de passer pour une bille dans une situation, c'est comme si somatiquement, je sens le cœur qui va s'accélérer, il y a comme peut-être un stress, une anxiété, et là, ça va... Et tout à l'heure, d'ailleurs, en parlant, je sentais bien que ça commençait à chauffer au niveau du centre mental, parce que tout va se mettre ici, et des fois, ça chauffe tellement qu'en fait, c'est comme si ça fait un blackout, et puis là, attends, j'ai besoin de temps pour bien saisir la situation, pour pouvoir me retrouver un petit peu mes esprits. Ouais, moi je confirme totalement. Quand il y a un imprévu, quelque chose qui arrive comme ça, c'est vite du stress qui monte et c'est vite une perte de moyens. Et exactement comme Jérémy l'a décrit, avec le cœur qui s'accélère, tout qui monte en pression et l'impression d'être un peu dépassé. Donc soit j'ai la possibilité de fuir ou de dire non, et ça c'est la solution facile. Mais s'il y a pas possibilité de fuir, à ce moment-là, soit je panique intérieurement avec moi-même et voilà. Mais par contre, s'il y a un entourage proche autour de moi, là, je vais être vite plus agressif. Donc voilà. Merci Antoine. On entend quand même la thématique, c'est cette dualité entre dimension très analytique et sensibilité. Donc bon, la dimension analytique, je pense que là, on l'a tous bien compris quand même, comment tout remonte dans le mental assez vite, mais où pour autant, il y a quand même une place assez forte aux émotions. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire de votre sensibilité justement et de la place des émotions dans votre vie? Moi, je dirais que ça a une très grande place dans ma vie.
je me considère, oui, comme très, très sensible à beaucoup de choses. Enfin, c'est quelque chose que j'ai très longtemps cherché à maîtriser, voire c'est même pas de la maîtrise. J'ai longtemps cherché à amoindrir et à couper. Ouais, il n'y a pas d'autre mot. À couper l'émotion. Alors qu'en fait, ça submerge et c'est vraiment comme un tsunami qui va tout envahir et qui fait que je vais plus rien contrôler. Donc aujourd'hui, j'ai lâché prise par rapport à ça parce que c'est hyper crevant sinon de tout le temps maîtriser. Moi, pareil, les émotions, je les ressens pas mal. En tout cas, j'ai beaucoup d'empathie pour les autres. Je vois assez, en tout cas, je sens assez rapidement quand quelqu'un va bien, pas bien, qu'il y a un truc un peu différent. Moi, pareil pour ce qui est des émotions. Quand il y a quelque chose de triste, je vais avoir tendance à beaucoup le ressentir, mais pas forcément l'exprimer. J'ai plutôt tendance à avoir un peu le cacher ou vraiment à l'exprimer que quand je suis seul. Typiquement, moi, les films à l'eau de rose, ça me fait pleurer, mais comme c'est pas possible. Mais si je suis avec des gens, je vais pas forcément me laisser aller. Pareil, la joie, c'est pas évident. Me mettre à sauter de joie parce que, genre, je sais pas, je réussis un truc extraordinaire. Je sais pas si ça m'est déjà arrivé une fois dans ma vie. Ça serait une joie intérieure. Je serais très content à l'intérieur, mais ça sera pas une explosion physique. Et donc, ouais, moi, c'est un grand questionnement, parce que je trouve ça assez ambivalent, enfin un peu bizarre, de ressentir autant de choses, mais qu'elles s'expriment, en tout cas pour moi, qu'elles s'expriment pas autant que ce que je peux voir chez d'autres personnes qui vraiment, je les vois matérialiser leurs émotions. Et moi, souvent, ça me fait un peu bizarre ou j'ai l'impression de pas avoir droit à ça ou de pas y être vraiment connecté, quoi. Écart important entre l'intensité de ce qui est ressenti et ma capacité à l'exprimer, à le partager, à l'extérioriser. C'est ça. Ouais. Moi, je suis une ultra sensible. Pleurer, je sais, mais c'est vrai que je vais plus facilement pleurer même quand je suis heureuse. Mais maintenant, j'ai vraiment appris en travaillant sur moi à essayer de ressentir les émotions. Mais ça a été un travail de dingue pour ressentir une émotion. Quand on me dit dans ton corps, qu'est-ce que tu sens? J'étais coupée de mes émotions. Et ça, c'est un vrai travail. Parce que c'était pas simple. Maintenant, non. Maintenant, ça y est, je peux vraiment dire où est-ce que je la ressens, mais c'est des années de travail. Jérémy? Ouais, c'est un vaste sujet, les émotions. Je dirais qu'avant, en fait, les émotions, c'est comme si mon mode d'attention était dans la tête et donc du coup, je vivais les émotions, mais sans forcément savoir que c'était des émotions, en fait. Et des fois, je pouvais effectivement me sentir dépassé par quelque chose, mais je savais pas trop d'où ça venait parce qu'il y a peut-être une notion à la fois de profil et puis d'éducation par rapport à comment je fais pour accueillir des émotions, comment je fais pour me laisser vivre ça, puis je vais pas me laisser engloutir par cet aspect-là. Je dirais que la colère, c'est peut-être celle qui est la plus facile à exprimer, notamment en cas d'intrusion, pour marquer mon territoire, j'ai envie de dire. Après, la joie, je peux l'exprimer. La peur, j'ai mis un peu de temps à me rendre compte que, ah oui, effectivement, derrière beaucoup de mes schémas de fonctionnement dans le quotidien, finalement, la peur est assez motrice derrière. Et la tristesse, c'est celle qui est peut-être la plus difficile à aller connecter, et c'est ce qui fait qu'aussi la relation au lien, je parle de cœur à cœur, est peut-être le plus délicat aussi à aller contacter. Mais en tout cas, c'est là. Ce que je pourrais rajouter, c'est que l'intensité, je suis très sensible aussi chez les autres. Et c'est vrai que dès que ça monte trop en intensité ou dès qu'il y a une émotion trop débordante, il y a quand même vite une part de moi qui a envie de s'en aller parce que le côté rationnel va dire non, mais on peut pas trouver une solution, un point d'entente ou quelque chose si on est trop dans l'émotion, quoi. Donc, il y a le rationnel et puis l'émotionnel fait que je vais vite le sentir et peut-être vite prendre la fuite dans ce genre de cas de figure, quoi. Bon, maintenant, j'essaye d'y rester un peu plus. Merci. Super, merci beaucoup à vous tous là-dessus. Comme on a l'habitude de le faire avec Anne-Claire, on propose quelques éclairages pour nos auditeurs, nos auditrices, simplement pour compléter ce qui a été dit là, mettre en lumière certains éléments clés. Là, en profil 5, je pense qu'on l'a très clairement entendu. Il y a une posture par défaut qui est une posture d'observation analytique. Parce que pour beaucoup de 5, le monde a souvent été vécu très tôt comme trop rapide, trop envahissant, en demandant trop. Effectivement, il y a en 5 cette sensation que le monde en demande beaucoup par rapport aux ressources intérieures disponibles que l'on a. Et face à ça, la stratégie qui s'élabore, c'est un petit peu comme observer par le trou de la porte avant de l'ouvrir, comme pour se préparer à l'interaction. Fanny, Jérémy, vous nous disiez tous les deux, le premier réflexe en rentrant dans une pièce, c'est d'abord observer les moindres détails avant d'aller agir, avant d'aller interagir. Et l'analyse, elle joue finalement ce rôle de sas de décompression, sécurisant, qui va permettre de réduire l'incertitude, anticiper ce qui pourrait peut-être envahir, déborder mes ressources, garder de la maîtrise sur ce que je vais vivre.
Ce qui mène effectivement, comme ça a été dit par nos panélistes, à une certaine difficulté chez beaucoup de profils 5 avec la spontanéité et avec l'improvisation. Pourquoi ? Parce que réagir sans préparation, ça serait justement perdre ce sas sécurisant. Ça serait prendre le risque d'être pris de court. Dom, tu nous parlais du fait qu'un rendez-vous à l'improviste, c'est le challenge d'une vie, parce que l'absence de ce sas, ça génère beaucoup de stress, parce que c'est une absence d'espace pour analyser, trier, filtrer, se préparer. Dom, là-dessus, sur cet exemple, tu nous parlais de se sentir acculé. Donc il y a ce besoin en fait d'anticiper, de prendre rendez-vous avant un échange important, de recevoir un brief en amont, d'être consulté pour bien analyser le sujet avant de réagir, etc. Maintenant, la connaissance et l'analyse sont pas seulement un mécanisme de défense, c'est aussi une façon de se nourrir, de se sentir vivant. Là où beaucoup d'autres types peuvent se nourrir d'émotions, de relations, de sensations, les personnes en 5 se nourrissent de représentations mentales du réel. Antoine, tu nous parlais de constituer des registres, des systèmes complexes, jusqu'à même que ça te dépasse, parce qu'en fait, le fait de savoir, de comprendre, de relier les concepts, ça devient aussi une manière de se rassasier, de sentir une substance intérieure suffisante, le tout sans s'exposer directement au monde. Ça va nourrir la sensation d'autonomie aussi, parce que pour les personnes en 5, ça génère moins de besoin de demander, de s'exposer. Et puis ça permet comme une sorte d'intimité à distance avec les choses, avec les gens, parce que comprendre quelque chose, c'est déjà s'y relier, mais sans risquer d'être envahi. Et puis enfin, on l'a bien entendu là dans nos témoignages, oui, il y a ce profil très analytique, mais il y a une sensibilité qui est bien présente. En fait, ce qui manque aux 5, c'est pas la capacité à ressentir les émotions, mais à les vivre, à les processer, à les traiter. Vous avez été plusieurs, Dom, Jérémy notamment, à nommer cette distinction entre ressentir l'émotion et la vivre. Effectivement, la vivre dans la tête ou la vivre dans le corps et dans le ressenti, ce sont des choses bien différentes. Pourquoi est-ce que ça se passe comme ça ? Parce que l'émotion, en 5, elle est souvent vécue comme envahissante. Parce que ces émotions, comme elles échappent aux règles du jeu, de l'analyse, du contrôle mental, là encore, elles génèrent du stress. Jérémy, tu parlais de la possibilité d'être englouti par les émotions, de l'envie peut-être de partir, de fuir face à trop d'intensité chez les autres. C'est pourquoi ces émotions ont tendance à être mises en arrière-plan, un peu comme on voudrait garder un objet fragile dans une boîte bien solide en sécurité, et on va d'abord recourir à l'analyse et ressentir ensuite, en différé, pour ne pas être submergé. Merci Louis. On va aborder la question de la nature des interactions, de vos interactions et surtout les conditions idéales de vos interactions. Comment c'est pour vous de laisser les autres accéder à votre espace, leur donner de votre temps, de partager vos émotions? Pour le dire autrement, peut-être d'une manière un peu plus piquante, on reproche quand même parfois aux 5 une certaine froideur, inaccessibilité. Est-ce que vous avez déjà entendu ça ? Est-ce que vous vous sentez concerné par ça ? Je vais te dire oui. Typiquement, tout de suite, ça me fait penser à un stage de dev perso que j'avais fait. Et dans les exercices qu'il y avait des interviews où chaque participant prenait 5-10 minutes avec un autre participant pour lui dire voici ce que j'aime pas chez toi. Et moi, tout le monde, sans exception, m'a dit le premier jour, je ne t'ai pas apprécié parce que je t'ai trouvé très distant, très froid, très en retrait. C'est assez marrant d'ailleurs, je me vois faire. Avec une ou deux personnes, je vais vraiment être connecté à eux assez facilement et pouvoir m'exprimer, être moi-même. Dès qu'on passe à plus, je vais tout de suite me mettre plus en observateur, à écouter les autres et à de temps en temps interagir quand je pense que j'ai quelque chose d'intéressant à dire. Effectivement, dans les premiers temps, quand je rentre dans des nouvelles associations ou autres, la première réunion, je parle très peu, voire juste je me présente. J'observe en fait les interactions entre les autres, qui prend la parole souvent, qui est plutôt en retrait. J'observe un peu tout ça. Je note mentalement. Et en fait, je vais me décoincer entre guillemets plutôt sur les réunions suivantes où je vais prendre confiance. En fait, je saurai à qui je vais avoir affaire. Et donc, je saurai à quel endroit je pourrais intervenir. Et par contre, ce qu'on m'a souvent dit, c'est que quand je parlais, c'était jamais pour rien dire. Et d'ailleurs, je déteste parler pour rien dire. Je préfère me taire que dire des futilités. Je sens pas que les gens disent que je suis froide ou distante, mais par contre, effectivement, je sens bien je dégage pas une chaleur humaine de fou au début, quoi. En t'entendant parler, Fanny, moi, ce qui me vient, c'est qu'en fait, j'ai besoin de me sentir en confiance et en sécurité. Si j'ai cette confiance et cette sécurité dans le groupe ou en individuel, je pense que l'accès est beaucoup plus facile dans le côté chaleur ou relation.
mais c'est sûr que ça passe par cette étape-là. Et tant que cette étape-là, elle n'est pas validée, si je puis dire, peut y avoir une forme de distance. Maintenant, il y a des situations, des fois, de crise où on peut dire que je sens que moi, mon réflexe, ça va être une forme de fuite. Donc, c'est sûr que là, je vais plutôt être froid, je vais plutôt être distant. Si par exemple, je suis dans une conversation avec une personne, alors je prends au hasard parce que c'est un exemple que j'ai déjà vécu et c'est pas pour stigmatiser les profils 4, mais qui ont une intensité émotionnelle beaucoup plus vive, beaucoup plus rapide et qui vont peut-être avoir des fois une attente de réponse spontanée, etc. J'ai eu des fois des petits déboires, on va dire, parce que moi je sentais que j'arrivais pas à suivre en fait à ce niveau-là. Et si je suis pas, c'est un peu comme si je rajoutais de l'huile sur le feu en face. Donc ça monte encore plus en intensité. Donc moi j'ai encore plus envie de m'en aller. Donc c'est sûr que le côté distant, là, il va être un peu exacerbé dans ce genre de cas de figure et c'est même pas conscient, en fait. C'est comme si, somatiquement, le corps, il dit, tout le système, il faut que je m'en aille et donc, bah là, j'ai beau faire ce que je veux, c'est plus difficile de revenir, du coup, dans le lien vraiment, quoi. Et ce serait quoi les conditions pour que vous puissiez vous ouvrir sans compter? La douceur, la lenteur, la patience et comprendre. Comprendre. En tout cas, il y a une notion de temporalité, j'entends. Moi, je l'ai vécu jeune. J'étais vraiment cataloguée l'intello qui avait toujours un livre, donc plutôt froide. Finalement, j'ai trouvé une autre stratégie pour. Il fallait que je parle à tout le monde et de sujets intéressants. Et donc, je me suis ouverte pour pouvoir me protéger. Finalement, c'était plus facile d'aller vers les autres. Ça me protégeait. J'avais trouvé que d'aller tout de suite papillonner, c'était plus facile que si je me mettais dans un coin où là, on allait venir vers moi. Finalement, j'avais trouvé un mode qui me protégeait en allant vers les autres. C'est pour ça que je pense qu'on me voyait pas en 5 quand j'ai commencé, mais plutôt en 8 parce que j'allais devant. Mais je pense que c'était mon mode pour être protégé. Pour me protéger, c'était plus facile de se mettre en avant. Ouais, bonne stratégie pour éviter l'intrusion finalement de faire le premier pas, pourquoi pas? Ouais. Et ça m'a permis, je pense que pendant longtemps, ça m'a sauvée. Ouais, j'allais dire le mot sauver, ouais, pour pour pas qu'on rentre dans ma bulle. Je l'ouvrais tout de suite et comme ça, après, je pouvais aller aux toilettes. Pour compléter par rapport aux conditions des interactions, je vois que pour moi c'est beaucoup plus facile quand le cadre il est bien clair, quand une interaction elle a bien un objectif clair, que ce soit dans le cadre du travail ou d'un échange sur un thème donné. Et par contre, je vois que par exemple, juste le fait de rencontrer quelqu'un par hasard et ensuite de prendre un café avec lui, sans savoir vraiment à l'avance quel est l'objectif, là ça va être moins facile. Et je pense que c'est pareil dans toutes les interactions. Quand le rôle de chacun il est à peu près clair, et là je rejoins Fanny dans le sens où quand je rejoins une association, les premières réunions, je vais d'abord observer un petit moment et ça va me permettre en fait de savoir à quel endroit je vais pouvoir vraiment contribuer et apporter quelque chose. Et en gros, trouver ma place en fait, trouver la place la plus optimale. Une fois que ça c'est clair, ça va. Je voudrais juste ajouter un truc, parce que tu as dit quelque chose au tout début, Anne-Claire, de ta question, qui a aussi résonné en moi, tu parlais d'espace, et moi ça m'a fait penser aussi à l'espace physique. Bien sûr. Et je serais curieux de savoir pour les autres aussi comment c'est. Personnellement, chez moi, il y a très très peu de gens qui viennent chez moi, et c'est fait exprès. Je suis pas fan de partager mon espace intérieur avec les autres, parce que c'est un peu ma grotte où je me reconstruis, où j'apprends. Enfin, c'est vraiment un espace privé. Et encore, j'ai quelques amis qui vont venir soit en une personne ou peut-être un couple d'amis. Mais alors faire une fête chez moi avec tout le monde, là, c'est compliqué. Et je serais curieux de savoir si les autres aussi, votre espace physique, c'est comme l'espace mental ou l'espace émotionnel, vous avez du mal à le partager ou pas du tout Ah oui. Ah oui, non, mais quand tu dis ça, mais je me dis, mais c'est vrai que j'invite personne. Il y a très peu de gens, mais d'un coup, je me suis dit, je vais aller plus facilement à l'extérieur, mais chez moi, oui. Et même chez moi, j'ai aussi mes lieux qui ne sont qu'à moi. Et il y a personne qui doit aller, voilà. Il y a mon bureau, machin, on évite. Voilà, c'est mon antre.
quand tu t'as dit ça, je me suis dit, mais c'est vrai que t'invites jamais, c'est hyper rare, quoi. Une fois par an, si je dois inviter toute la famille, mais c'est la corvée, pas possible, quoi. Non, mais ouais, mais c'est vrai, c'est fou, hein. Antoine, Jérémy, vous, grotte, pas grotte? Moi, naturellement, plutôt grotte, mais la vie de couple et de famille m'a fait un peu me faire à recevoir du monde. Et juste ce que je remarquais, c'est que si par exemple ma femme invite une amie dans la maison, même si on est sur 2-3 niveaux différents, sur un étage différent, juste le fait de savoir que quelqu'un est dans la maison, je vais pas être, je vais être différent en fait. Je vais pas arriver à être aussi concentré ou aussi centré avec moi-même. Juste le fait de savoir que quelqu'un est dans la maison. Ok. Jérémy, team grotte? Mi-grotte, mi-pas grotte. Euh, non, moi j'aime bien accueillir des gens, mais c'est plutôt, je dirais, en petite quantité. Enfin, j'aime bien avoir un petit endroit qui est un peu chaleureux pour être avec un ami, échanger, un ou deux amis, quelques amis en tout cas. Et quand il y a trop de personnes, ce qui va me venir, c'est qu'après, faut toute la logistique faut débarrasser, faut nettoyer, faut faire à manger avant, faut aller faire les courses. Et puis tout ça, dans mon emploi du temps qui est déjà bien chargé, c'est peut-être ça qui va me mettre une pression, mais après, accueillir spontanément des gens que je connais, hein, qui passent ou autres avec plaisir. Au contraire, j'aime bien faire un petit endroit cocooning, on va dire. Merci pour tout ça. Quelques éclairages à nouveau. Là, on l'entend bien. En 5, il y a un besoin de sécurité dans la relation qui est assez fort, qui va d'abord s'exprimer par un besoin de protéger l'espace intérieur, qui est perçu comme précieux, vulnérable et puis contenant des ressources finies. Brigitte, tu nous parlais vraiment de ce mot de protection. On sent cette vulnérabilité-là, vulnérabilité face à l'interaction. Pourquoi ? Parce qu'elle a un coût en temps, en énergie, en ressources, qui pourrait mener à un risque d'épuisement, que ça me coûte trop. Dom, tu nous parlais du risque d'envahissement s'il y a trop de monde à la maison. Et donc tout ça, ça mène à un certain nombre de conditions pour s'ouvrir. Et ces conditions, c'est le fait de sentir en confiance sur le fait que je vais pas être submergé. Donc, est-ce que j'ai des ressources suffisantes? Est-ce que j'ai suffisamment de temps? Est-ce que je suis suffisamment préparé? Aussi par rapport à ce qu'on va attendre de moi, si on me demande d'intervenir. Donc, Antoine, tu nous disais très bien qu'il y a ce besoin d'un cadre bien clair, un objectif bien clair, comprendre qu'est-ce qu'on va attendre de moi. Et ça va permettre aux personnes en profil 5 de s'assurer que rien va leur être arraché. Les rendez-vous idéalement sont plutôt fixés à l'avance, avec un temps bien prédéfini à consacrer, idéalement un ordre du jour, un peu comme si on crée un contrat de rencontre. Et c'est vrai qu'on voit souvent en 5 une stratégie de retrait, de temporisation pour se préserver face à cette crainte de l'intrusion. Parce qu'en fait, le fait de se retirer, de se distancier, ça permet de se préserver. Ça génère de la sensation de sécurité, de clarté, de se sentir centré, fonctionnel. Antoine, tu nous parlais de ça à l'instant. De la présence même d'une personne dans mon espace personnel génère un certain décentrage. Et en 5, on voit en effet une certaine pudeur, protection du jardin secret, souvent même un retrait physique du silence. Antoine, tu nous parlais du confort de passer parfois même une semaine sans parler à personne. Et c'est vrai que le fait de s'isoler ou d'observer en silence, ça permet souvent de mieux gérer le contact, mieux peut-être s'en préserver. Et puis, il y a un certain côté diesel relationnel, avec une ouverture qui est progressive, un rythme qui peut paraître lent comparativement, subjectivement, à d'autres personnes. Le temps de créer de la sécurité. Fanny, tu nous parlais du besoin de savoir à qui tu as affaire, bien d'identifier où et comment tu vas intervenir avant de plus t'ouvrir. Et tout ça, ça mène aussi à une gestion du relationnel qui se fait souvent en différé. Parce que l'immédiateté, ça génère une sensation de débordement, de tension, de stress, là où le délai permet de penser, sentir les choses à son rythme, répondre de façon mesurée, ajustée, mieux maîtrisée. Bien sûr, tout ça, ça peut générer des tensions relationnelles quand ce mode opératoire est mal compris. Parce que cette posture de retrait, elle peut être vécue en face comme de la froideur, de l'indifférence, de l'absence d'émotion même, pour des personnes qui désirent un contact plus direct, plus immédiat, plus chaud. Il y a une part de vérité là-dedans, dans le sens où il y a une vraie possibilité en 5 de surprotection qui va isoler les personnes en 5 vis-à-vis des autres. C'est pour ça que dans le monde de l'énéagramme, on parle de cet excès en 5 en l'appelant avarice. Alors, ça veut pas dire que les 5 sont des pinces, mais ça désigne justement cette tendance excessive à la rétention de soi, à la rétention des ressources au repli, par peur de manquer, par peur de perdre de l'autonomie. Finalement, en 5, on l'a entendu ici, il y a du plaisir à être ensemble, à relationner, c'est juste un langage de l'ouverture et du lien qui sont un peu différents. Un langage dans lequel des limites bien respectées, ça ouvre la capacité à une présence plus généreuse, plus stable.
Et on voit souvent des profils 5, ici on l'a bien entendu, qui s'ouvrent quand ils peuvent approcher le lien, les émotions, les choses à leur manière. Cette observation, cette mise en mots progressive, le temps de réflexion, tout ça, ça enlève la pression de ressentir et répondre instantanément. Et c'est d'ailleurs souvent là qu'on voit la profondeur des personnes qui se retrouvent en 5 de la façon la plus visible, parce qu'il y a cette absence de pression à improviser, et improviser du ressenti. On va aborder ensemble une dernière thématique, celle de l'utilité et de la transmission. Alors oui, il y a toute cette notion de rétention dont on vient de parler, ce mode économie d'énergie, mais on observe aussi beaucoup de profils 5 qui sont très soucieux de se rendre utile, de contribuer. Alors d'autant qu'avec toute l'expertise que vous accumulez, vous avez beaucoup à donner. Est-ce que effectivement cette notion d'utilité, de transmission, c'est une motivation pour vous? Et comment ça se manifeste si c'est le cas? Moi, j'ai été prof, donc pour moi, c'était important de transmettre et je trouve ça fascinant. La transmission et voir comment les élèves comprennent. Pour moi, ça a été une vraie révélation. Ça m'a ouvert un autre champ. Tu peux essayer d'élaborer un peu sur ce qui t'a, j'entends presque bouleversé là-dedans? Bah ouais, parce que au départ, j'étais pas dans le monde de l'enseignement, j'étais plutôt, j'étais au niveau assurance et j'ai changé quand j'ai eu ma fille. Et quand je me suis mis en classe à transmettre, ce qui m'a vraiment plu, c'était d'avoir des enfants qui ne comprenaient pas. Ce qui était intéressant, c'était pas d'avoir une leçon et de transmettre la leçon, mais c'était d'avoir des élèves qui étaient en difficulté et tout à coup, lever les difficultés, trouver différentes stratégies pour qu'ils comprennent. Et ça, moi, ça m'obligeait à chercher pourquoi ils ne comprenaient pas et de voir dans leurs yeux le déclic du moment où ça y est, j'ai compris. Je crois que je m'étais dit, ça y est, je fais ce que j'ai toujours voulu faire. Je sais pas si là, je suis un peu plus claire. C'est très clair. Il y a la joie, le goût de la compréhension, mais il y a aussi le goût d'aider l'autre à comprendre quelque chose. Voilà, ouais. Utilité, transmission, ça vous parle, les autres? Pour moi, j'y vois les deux côtés de la médaille. Le mauvais côté, c'est le côté noyer l'autre sous l'information, parce qu'on me l'a souvent reproché. Et je sais que c'est quelque chose que j'essaie de travailler quand je vois dans le regard des autres que je suis en boucle, en roue libre, de pas trop en dire. Et d'ailleurs, c'était une des choses que je m'étais dit pour ce podcast, d'essayer de pas trop m'étaler, parce que je peux très vite partir loin dans mon mental et vouloir peut-être trop dire ou trop transmettre de choses. Et le bon côté de la médaille, et je te rejoins Brigitte à 2000%, pour moi, arriver à faire comprendre quelque chose à quelqu'un de manière simple et de la manière dont cette personne a besoin pour comprendre la chose, pour moi, c'est une des choses qui me touche le plus. J'ai l'impression, en effet, que j'ai accompli ma mission. Et là, pour le coup, vous êtes prêt à donner sans compter, j'entends. Ah oui. Ouais. Hein. Oui. Oui. Jérémy, Antoine, c'est pareil pour vous? Ouais, moi, je veux bien juste rebondir sur Dom, sur le fait que c'est quand quelqu'un me demande quelque chose, en fait, que je vais avoir envie de transmettre. Par contre, moi, naturellement, je vais pas spécialement ressentir une envie de transmettre quelque chose sans qu'on m'ait demandé. Mais c'est vrai que si quelqu'un commence à me questionner sur un sujet qui me passionne, comme Dom disait, je vais m'emballer, en fait. Autant je peux très bien ne pas décrocher un mot d'une soirée, autant si on me dit 2-3 mots-clés sur une passion, là, je vais juste pas arriver à m'arrêter de parler et au point de plus arriver à respirer. Même ça m'est arrivé au téléphone. Moi-même m'auto-asphyxier tellement j'avais envie de partager, mais et je crois qu'en fait il y a un plaisir aussi à partager un sujet qu'on a passé des heures et des heures à creuser, et vraiment d'en partager l'essence, quoi, la quintessence, ouais. Par rapport à ce que tu disais, Dominique, oui, moi, on m'a déjà reproché de trop expliquer. Donc effectivement, maintenant, j'essaye de m'adapter un petit peu à la personne en face aussi. Alors des fois, on peut y aller dans les explications parce qu'on sent que ça résonne, mais des fois, j'ajuste. D'autant que des fois, je me suis rendu compte que ça pouvait passer pour des justifications, alors que pour moi, c'est juste de l'explication et ça peut créer du désaccord en tout cas. Par rapport à cette quête de sens et d'utilité, c'est sûr que quand j'ai fait mon doctorat dans le domaine des sciences, ensuite j'ai commencé à enseigner. Alors autant j'aimais l'enseignement, transmettre, j'aimais bien. Par contre, ce qui faisait pas de sens, c'est de transmettre à une classe où il y en avait 10% qui n'étaient pas vraiment du tout intéressés, 80% où c'est un ventre mou, tu sens qu'ils sont là, mais
Est-ce que vraiment c'est quelque chose qui les anime? Pas forcément. Et il y avait peut-être un 10% effectivement où ça faisait du sens pour eux, mais pour moi, c'était pas suffisant en fait. Mais maintenant, là où je me sens, où j'ai le plus de sens et d'utilité, c'est quand j'interviens dans les milieux pénitentiaires, notamment sur, en ce moment, la thématique qu'on a, c'est la thématique de la violence conjugale. Et on arrive dans des milieux qui sont pas forcément faciles parce que les gens, déjà, ils ont un jugement, etc. C'est assez compliqué. Donc, ça met des challenges humains qui sont assez importants. Et en fait, quand je sens que ce qu'on transmet, c'est accueilli et que ça va vraiment leur servir pour justement leur donner des billes pour améliorer leurs relations humainement, etc. Là, je me dis, ah ouais, là, effectivement, il y a quelque chose de fort qui se passe. Et là, le côté je donne sans compter, il est vraiment présent dans le sens où il y a un truc qui s'aligne en fait. Et puis là, ça fait du sens. Et puis c'est bon, on peut y aller, quoi. Il y a un truc qui circule. Pourtant, je suis dans un contexte collectif avec du monde et j'ai l'impression que je pourrais y aller, continuer sans m'arrêter parce que il y a vraiment quelque chose de pertinent, quoi. Comme Antoine, moi, je vais pas forcément parler si on me sollicite pas, enfin transmettre si on me sollicite pas. Par contre, on m'a souvent dit que avec l'échange que je pouvais avoir avec les gens, je leur apportais une autre vision des choses. Comme je prends souvent de la distance par rapport à un questionnement qu'ils ont, j'ai l'impression moi que je me positionne même là mentalement, je me dis je me positionne physiquement à un autre endroit pour que la personne puisse voir sa situation d'un autre angle. Merci Fanny. Louis, quelques éclairages là-dessus? Ouais, quelques petites choses. Donc, à la fois, on l'a entendu tout à l'heure, en 5, certes, il y a une certaine tendance à la rétention, au fait de se préserver, mais là, on l'entend aussi très clairement, il y a manifestement un élan vers le fait de contribuer. Tout l'enjeu, c'est de le faire de manière juste, ciblée pour un maximum d'impact, ce qui suppose d'avoir un rôle, une fonction, un périmètre d'intervention bien défini. À l'inverse, il y a une certaine difficulté en 5 avec le don diffus, le fait d'intervenir sans trop savoir pour qui ou pourquoi. Jérémy, tu nous parlais de ta difficulté à enseigner à une classe, par exemple, où il y a un petit peu de tout, des niveaux d'intérêt très variés. Et c'est vrai que déployer de l'énergie sans que ça ait de pertinence avérée, c'est très pénible en 5. Maintenant, on pourrait se demander pourquoi ce sujet de l'utilité revient autant en 5. Alors, plusieurs choses à ce sujet. D'abord, on peut regarder ça sous le prisme de la légitimité que ça produit. Souvent, en 5, la sensation de valeur personnelle est beaucoup liée à l'expertise, à la compétence. Du coup, le fait d'apporter une contribution utile et pertinente, c'est en soi une façon de trouver sa place dans la relation et de nourrir de l'estime de soi. Pour autant, le but de la contribution ici, c'est rarement de briller. On l'a bien entendu, les 5 cherchent pas tellement à s'exposer pour le plaisir d'être vus. Mais ils trouvent plutôt leur place dans le fait de faire des apports pertinents, qui nous font avancer. De cette façon, le fait de se rendre utile, ça devient pour eux aussi une façon d'entrer en lien. En donnant des éclairages, des connaissances de façon ciblée, beaucoup de 5 trouvent une façon d'entrer en relation avec l'autre sans devoir trop s'exposer ou rentrer dans plus d'affect que ce qu'ils peuvent gérer sans que ça les déborde. Maintenant, dans les témoignages de nos panélistes, on a particulièrement entendu revenir une forme spécifique de l'utilité qui est la transmission. Comme beaucoup de 5 accumulent du savoir comme d'autres pourraient stocker du bois pour l'hiver, ils construisent un capital de connaissances, d'expertise considérable, qui leur sert pas seulement d'assurance vie psychique, comme on l'a vu plus tôt, mais qui peut aussi être partagé aux autres, dans une démarche pédagogique. D'où le fait qu'on retrouve chez beaucoup de 5 cette affinité particulière pour accompagner les autres, dans le fait de clarifier, structurer, expliquer, rendre intelligible. Vous avez été plusieurs, notamment Brigitte, Dom, à nous parler de cette sensation de révélation, de sensation d'être habité par une mission quand vous le faites, parce qu'il y a quelque chose de très fort qui résonne en profondeur au niveau identitaire en 5, dans ce plaisir à expliquer, modéliser, à aider l'autre à lever les obstacles à l'apprentissage et à la compréhension. C'est pour ça d'ailleurs que vous verrez parfois des 5 qui nous surprennent en sortant de leur retenue habituelle pour devenir très loquaces. Ils n'interviennent jamais à l'improviste ou sans préparation, mais par contre lorsque quelqu'un a besoin d'aide pour comprendre des sujets complexes, que la personne en 5 a travaillé, alors là, il y a beaucoup de générosité qui peut sortir. Maintenant, on l'a entendu, ça peut aussi se faire au risque de devenir professoral, voire même parfois d'être perçu comme arrogant ou trop verbeux. Donc avec l'expérience, les 5 ont tendance à équilibrer progressivement leur façon de transmettre, en réduisant à la fois l'excès de rétention et l'excès de discours professoral pour entrer progressivement dans un don de plus en plus mesuré qui est véritablement au service de la relation et de la communauté. Merci Louis. Et merci à vous,
nos panélistes pour vos témoignages. On va maintenant aborder la question du chemin de développement et vous proposer des outils de navigation, des premiers petits pas pour gagner en souplesse ou pour aider une personne en 5 dans votre vie. La première chose, vous nous entendez le rappeler dans chaque épisode, l'énéagramme cherche avant tout à mettre en lumière les schémas et les réflexes qui nous ont aidés à nous construire et qui nourrissent aujourd'hui notre réactivité. Donc face aux situations du quotidien, on a spontanément tendance à réagir en pilote automatique depuis les mécanismes qui sont propres à notre base. L'énéagramme sert justement à rendre ces mécanismes visibles. Quand on les reconnaît, on peut reprendre les rênes et retrouver une manière d'agir plus choisie avec soi-même et avec les autres. Donc la pratique clé, la toute première, c'est celle de l'observateur intérieur. Si vous vous êtes retrouvé dans le type 5, voyez si dans votre vie de tous les jours, vous repérez les schémas et les automatismes évoqués par notre panel. Et au début, il n'y a même pas besoin de chercher à faire différemment, c'est se contenter d'observer avec curiosité, sans jugement, mais comme un anthropologue, parce que la première étape pour sortir d'un piège, c'est déjà de réaliser qu'on est tombé dedans. Et alors, pour vous aider à pratiquer cette observation, on va, Anne-Claire et moi, vous proposer 3 leviers à expérimenter dans le quotidien pour vous observer et puis faire des premiers petits pas avant de passer la parole à nos panélistes. Le premier point qu'on voudrait vous proposer touche à la verbalisation des besoins. On en a déjà parlé tout à l'heure, chez les 5, le retrait vient souvent prendre le pas sur la parole, sur l'interaction. Alors, c'est un réflexe de protection instinctif, plus qu'une volonté délibérée de couper la relation, sauf que dans beaucoup de situations, le simple fait de nommer ce dont vous avez besoin permet de rester présent sans vous sentir ni envahi ni pris de vitesse. Il s'agirait de dire par exemple « voilà de quoi j'ai besoin pour me rendre disponible pour toi ». Et ça change tout, pour vous comme pour la relation, parce que ça permet à l'autre de respecter votre limite sans pour autant se sentir coupé de vous. Donc un premier petit pas qu'on propose à nos auditeurs et auditrices là-dessus, ça serait par exemple, la prochaine fois qu'on vous sollicite, de dire une phrase simple comme « je veux bien en parler mais j'ai besoin d'un petit peu de temps » ou « la prochaine fois j'aurai besoin d'un message en amont » ou encore « je veux bien me rendre disponible, simplement reportons à demain matin parce que j'ai besoin de me préparer pour bien te répondre ». Ça permet à la fois de rester en lien et de respecter votre besoin d'espace et de temporisation. Deuxième pas, un peu pas à contre-courant, mais dans une autre dynamique que celui qu'on vient d'évoquer, qui serait d'accepter de se lancer sans être totalement prêt. Ou disons, pour être plus raisonnable, avec un niveau de préparation raisonnable. Votre manière de sécuriser le monde, c'est de le comprendre d'abord, ça on l'a bien entendu, mais si tout doit être parfaitement analysé pour pouvoir agir, la barre parfois est tellement haute qu'elle vous prive parfois de contribuer, ou elle vous prive d'être présent. Et dans beaucoup de situations, un bon 70%, c'est largement suffisant. Et c'est souvent en avançant, pas seulement en préparant, que la clarté va se construire. Accepter l'imperfection, l'inabouti, je dirais, c'est pas renoncer à votre profondeur, c'est accepter que certaines choses doivent se vivre et qu'elles ne peuvent pas nécessairement se préparer. Le premier petit pas concret, ce serait de choisir une situation, une petite situation où il n'y a pas un énorme enjeu pour commencer, on monte progressivement en puissance, mais une situation dans laquelle vous accepteriez de vous lancer sans avoir tout verrouillé. Ça peut être d'intervenir dans une réunion sans vos notes, de partager une idée qui serait encore floue, de répondre sans avoir tout analysé. Juste une fois pour voir. Le but, ce serait d'expérimenter que vous pouvez interagir en sécurité même quand tout n'est pas sous contrôle et que ça ouvre au contraire la porte à des imprévus intéressants. Et puis enfin, le troisième point qu'on voulait vous proposer, c'est le fait de vous entraîner à partager un ressenti simple, une émotion, un petit morceau de vous. En fait, pour beaucoup de personnes en 5, partager une émotion, ça peut sembler compliqué, parce que trop intime, trop coûteux, pas nécessaire, pas rationnel. Et il s'agit ici de voir que ce que vous apportez aux autres ne tient pas uniquement à vos idées, ou à votre expertise, à votre utilité, mais aussi à ce que vous vivez intérieurement. Et en priver votre entourage, ça peut s'avérer délétère pour la relation. Si vous êtes souvent celui ou celle qui écoute, l'autre aussi a besoin d'entendre ce que vous ressentez, sans avoir besoin de vous tirer les verres du nez, parce qu'à force, cette asymétrie dans le partage peut devenir décourageante pour la personne en face. Donc, un premier petit pas qu'on vous suggère là-dessus, c'est de choisir une personne de confiance avec qui vous vous sentez en sécurité pour faire l'expérience d'aller spontanément vers l'autre et de vous révéler un peu plus que d'ordinaire. Ça peut passer par un coup de fil spontané ou une conversation improvisée. Ça peut être dans le partage d'un ressenti, d'une émotion, quelque chose que vous vivez qui a de l'importance pour vous. Voilà, telle chose m'a surpris, m'a touché, je me sens un petit peu tendu aujourd'hui. Entraînez-vous à rester présent un petit peu plus longtemps que d'ordinaire si vous sentez apparaître l'inconfort ou le réflexe de vous retirer.
Alors, comme d'habitude, les meilleurs outils proviennent de l'expérience de vie des personnes qui se retrouvent en base 5. Donc, revenons à notre panel. Et la question qu'on a pour vous pour clôturer, c'est est-ce que vous pourriez chacune nous partager une pratique qui vous a permis de gagner en conscience, en liberté par rapport à votre base 5? Moi, ce qui m'a beaucoup aidé, quand tu parlais de besoin, donc c'est la CNV. J'ai découvert ce que c'était qu'un sentiment et un besoin. Ça m'a beaucoup aidé. Tu peux peut-être nous rappeler ce que c'est que la CNV? Oui, la communication non violente, voilà. Et ça m'a vraiment aidé à me relier à mes sentiments, à mes besoins. J'ai cru longtemps que me préserver me permettait vraiment de vivre. Et je vais dire que j'ai découvert que c'était en étant en lien que je me régénérais. Et j'ai découvert que le lien pouvait être quelque chose de beau. Et ça, il m'a fallu un vrai travail, mais ouais, c'est me reconnecter à mes sentiments, mes besoins et à mon corps, c'est clair. Et en tant que 5, c'était du boulot. Moi, il y a ce relier à son corps qui me résonne beaucoup. Je saurais pas comment vraiment le dire, mais quand je voyais d'autres personnes être très à l'aise par rapport à leur corps, moi j'étais toujours assez étonné. Je me sentais toujours un peu coupé de ce mouvement, cette aisance naturelle. Et moi, c'est le sport qui m'a aidé à me reconnecter à mon corps. Le sport et la méditation. Parce que juste le sport, sans être capable de s'observer, de se connecter, on va dire, à mes sensations physiques sans être dans le mental, c'est compliqué. Et donc oui, le sport, pour travailler vraiment une gestuelle très précise, être vraiment habiter réellement mon corps sans y réfléchir. Et la méditation pour apprendre à m'observer et à apaiser le mental, c'est 2 pratiques qui m'ont beaucoup aidé. Et c'est vrai que, aussi ce que disait Brigitte sur le fait d'être en lien avec les autres, moi, c'est quelque chose que je me dis depuis toujours et je remercie la vie d'avoir des amis, beaucoup d'amis, c'est que les autres me nourrissent énormément et que même si je peux être seul pendant une semaine et ne pas voir les autres, à un moment donné, quand je vois les autres, quand je vois mes amis, ça me nourrit énormément et ça me fait énormément du bien et ça me permet de me rendre compte à quel point il faut que j'équilibre ça, en fait. Je peux pas rester tout le temps dans ma grotte parce que c'est pas suffisant. Donc voilà. Je voulais juste rebondir sur le côté équilibre dans les relations, de prendre conscience du bien que ça fait de partager, d'échanger, que ce soit dans le couple, dans la famille, dans les amis. Pour préciser ça, moi, c'est plus au niveau émotionnel que je compléterais. En fait, longtemps, j'étais assez déconnecté de mes émotions et par contre, en fait, je me rendais pas compte que l'entourage percevait mes émotions, en fait. Alors que moi-même, je ne les conscientisais pas toujours. Apparemment, ça se lisait dans l'énergie que je pouvais dégager dans ces moments. Et en fait, petit à petit, c'est l'entourage en me renvoyant ce que moi je leur renvoyais, qui m'a fait prendre conscience en fait que j'étais traversé par des émotions et que ne pas les partager avec l'entourage, c'était pénible pour les autres. Et en fait, ça a beaucoup changé en fait à partir du moment où j'ai pris conscience que c'était un cadeau à faire aux autres en fait. De décrire ce qui se passe à l'intérieur de moi. Concrètement, en fait, de nommer et de partager les émotions au moment où j'en prends conscience. Et c'est vrai qu'avant, ça me semblait vraiment pas important, en fait. J'avais l'impression que ça n'avait aucun impact sur les autres. Ça évite, en fait, que l'entourage se raconte tout un tas de choses et présuppose tout un tas de choses du fait de notre silence. Pour finir, pour moi, un exemple concret, c'est ça peut arriver, par exemple, que ma compagne s'ouvre à moi sur des choses très personnelles, qui la touchent. Et en fait, dans ces moments-là, moi, je vais avoir l'impression d'être très présent et qu'en fait, derrière, je lui fasse aucun retour. J'ai pu avoir l'impression de montrer et de répondre physiquement ou non verbalement. Alors qu'en fait, derrière la lecture qui peut y avoir, c'est juste que l'autre s'en fout, en fait. Donc, se forcer, en fait, à faire un vrai retour verbal avec une vraie phrase, ça simplifie les relations. Moi, des fois, ce qui m'aide, c'est des fois de rationaliser sur le fait que j'ai tendance, des fois, à me surpréparer. Je sais bien que par rapport à la moyenne, j'ai tendance à me préparer beaucoup plus. Donc, bon, bah, c'est bon, j'en ai fait suffisamment.
ça va le faire, on va gérer. Maintenant, le travail, c'est de lâcher le mental et justement de travailler peut-être plus sur la présence que l'acquisition de savoir. Ça m'aide, en tout cas, entre autres, professionnellement. Ce qui m'a aidé aussi, c'est de comprendre que tout n'était pas nécessairement à comprendre, en fait, notamment avec la tête, qu'il y a des choses qui sont à ressentir, notamment au niveau des émotions, au niveau du corps, et de lâcher ce réflexe d'aller analyser, interpréter ou de faire des liens logiques, et qu'il y a d'autres sources d'informations qui viennent justement du centre émotionnel et du centre corporel, et c'est vachement riche. Il y avait deux petites choses aussi par rapport à cet équilibre dans la relation. Oui, j'ai bien conscience que exprimer les choses, ça fait du bien. Exprimer davantage, ça c'est quelque chose aussi qui pour moi a été important, parce que je peux penser à plein de choses. Enfin voilà, je peux se passer plein de choses dans le monde intellectuel, mais derrière le verbaliser et le matérialiser, ça permet justement d'aider à cette relation. Et puis ce qui m'a beaucoup aidé, oui, connexion au corps, méditation, donc ça pour reconnecter le centre corporel, mais tout ce qui est des pratiques somatiques. Alors moi, il y a 2 choses que je fais. Le sport, j'ai toujours fait de la danse. Enfin, il y a des fois dans ma vie où j'en ai fait moins qu'à d'autres moments, mais j'ai toujours dansé, donc c'est une expression corporelle qui pour moi permet du relâchement. Et je fais du sport aussi quasiment tous les jours, même si c'est que 20 minutes, mais enfin voilà, entre du cardio, du renfo, des étirements, je fais quasiment tous les jours du sport, et je me pose pas la question. En fait, je tergiverse pas en me disant est-ce que j'y vais pas, je suis fatiguée, non, j'y vais. Et pendant ces séances-là, je me pose pas la question non plus. Mon mental est complètement est lâché, et je me concentre uniquement sur ce que j'ai à faire. Donc pour moi, c'est un grand défoulement, et mental et physique. Et deuxième chose, c'est que j'ai grandi dans une famille où les émotions, on n'exprimait pas du tout ces émotions. Et j'ai des enfants, j'ai décidé de pas leur faire subir ça. Je l'ai pas subi étant enfant, j'ai pas été malheureuse, mais ça a été quelque chose pour moi qui a été handicapant. Et j'ai grandi avec cette espèce de handicap, et j'ai pas voulu faire subir à mes enfants. Donc à la maison, en fait, on peut exprimer ses émotions, et on les exprime facilement, que ce soit les petits ou les grands. Tout le monde a le droit de pleurer, on se fait des câlins, même s'il y a des moments de colère, ils ont le droit aussi de... C'est un espace à la maison où chacun a le droit de s'exprimer, et je fais en sorte qu'ils sachent que c'est un endroit safe pour eux. Et donc pour moi aussi. Merci Antoine, Brigitte, Dom, Fanny et Jérémy pour vos partages lucides, sensibles et d'une grande finesse qui nous ont permis de visiter un monde intérieur qu'on voit pas toujours, parce que vous savez bien le dissimuler, disons, mais qui nous éclaire beaucoup. Et plus largement, merci à tous les 5 présents dans nos vies, nos collègues, nos amis, nos partenaires, les membres de notre famille. Merci pour votre clarté mentale et votre précision, qui nous aide à démêler le chaos, à comprendre les enjeux profonds et à voir les choses sous un angle plus juste. Vous apportez une lucidité rare. Merci pour votre capacité à observer avant d'agir, qui nous rappelle que la réflexion n'est pas de l'inertie, mais une forme d'attention au réel qui permet d'éviter les maladresses ou les échauffements collectifs. Merci pour votre sang-froid, qui permet au collectif de regarder les choses de façon objective et mesurée. Là où certains s'emballent, vous stabilisez. Vous offrez un espace où les choses peuvent respirer et retrouver leur juste mesure. Merci pour votre expertise patiemment construite, pas tant pour briller que pour comprendre vraiment. Grâce à vous, les équipes gagnent en profondeur, en pertinence et en intelligence, les équipes, les familles, les systèmes. Et merci enfin pour votre générosité qui fait pas de bruit, mais qui fait beaucoup de bien. Un conseil juste au bon moment, une explication qui éclaire vraiment, un soutien solide. Et pour toutes celles et ceux qui ont des 5 dans leur vie, ne soyez pas dupes de leur apparente froideur. Derrière, il y a une immense sensibilité, alors soyez délicats avec eux, s'il vous plaît. Merci aussi à vous, nos auditeurs, nos auditrices, de nous suivre dans cette aventure. On vous retrouve à l'épisode prochain pour rencontrer cette fois-ci notre panel de base 6. Au revoir tout le monde. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir. Si vous avez apprécié ce podcast, la meilleure manière de nous soutenir, c'est de laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et puis bien sûr d'en parler autour de vous. Et on est toujours heureux de vous entendre. Nos coordonnées sont dans le descriptif de l'épisode. Pour nous partager vos questions, vos témoignages ou pour faire appel à nous pour être accompagné, que ce soit en individuel ou au sein de votre organisation, vous savez où nous trouver. On a hâte de vous lire et à très bientôt.